la respiration. Avec quoi je vais commencer aujourd'hui? Je pense que je vais commencer par parler un petit peu de mon expérience. Ça, je sais que ça vous plaît toujours quand je partage mon expérience avec vous. Donc, quand il y a quelques années, il y a un peu plus de 3 ans, je pense 3-4 ans, j'ai commencé à avoir toutes sortes de problèmes de santé un peu bizarres. Certains bizarres, d'autres un petit peu moins bizarres, mais bref. Quand j'ai commencé à déjà avoir mal au cou, avoir des raideurs, des tensions ici, des serrements au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, quand j'ai commencé à avoir la sensation de parfois de manquer d'air, de m'étouffer, ça serrait trop ici au niveau de la gorge parfois, donc on n'est pas très bien hein, quand ça arrive. J'ai commencé à avoir aussi les reflux gastriques, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, même des douleurs à l'oreille. Tu sais, là, on a le gros muscle ici, je vais en parler un petit peu plus tard aussi, mais le sternoclédomastoïdien. Mais pourquoi je commençais à parler de ce muscle? C'était pas du tout le bon moment pour parler de ce muscle, mais c'est pas grave. Tout ça, c'était pour dire ici, je commençais à avoir des douleurs au niveau de l'oreille, des acouphènes, même ce genre de choses-là. C'est ça. Tout plein de symptômes désagréables. Je pense que j'en ai même oublié quelques-uns. Oui, c'est vrai. Commencer à tousser aussi beaucoup de toux, beaucoup de très souvent des maux de gorge, même sans nécessairement avoir de virus, ni de grippe, ni quoi que ce soit. Évidemment, j'allais voir le médecin. Les médecins, il écoutait mon cœur, il écoutait mes poumons, il palpait un peu ma gorge, puis il disait, non, tout va bien, vous êtes en parfaite santé, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Donc, ok, je suis en santé déjà, ça c'est positif, ça c'est encourageant que en palpant ma gorge, le médecin a su détecter que tout va super bien, bon. Mais, bonjour Corinne, bonjour Laurence, mais ceci dit, c'était quand même assez étrange, les symptômes ne s'amélioraient pas nécessairement. Et bon, étant une professionnelle de la santé, j'ai quand même accès à toutes sortes de formations, toutes sortes de livres, toutes sortes de connaissances que j'ai essayé d'un peu creuser aussi, étant aussi une professeure de yoga évidemment. Et donc c'est là que je me suis mise un peu sur cette voie de vraiment plus me concentrer sur la coordination respiratoire, ce de quoi on va parler aujourd'hui, la coordination respiratoire, la posture, et évidemment j'ai dû revoir aussi mon alimentation pour le côté reflux, mais vous allez comprendre aussi qu'il y a un lien aussi entre les reflux gastriques et la mauvaise respiration et la posture, ok? Donc la voie que j'ai choisie, c'est ça, donc c'était vraiment travailler la respiration, prendre conscience en fait de c'est quoi une mauvaise respiration, travailler la posture et prendre plus soin de son alimentation, ok? Et donc aujourd'hui, on va aborder l'aspect respiration. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais pas parler de tous les, vous savez, toutes les affections ou des voies respiratoires ou des maladies des voies respiratoires qui affectent très certainement aussi notre respiration, comme par exemple quand on a la maladie obstructive pulmonaire ou de l'asthme ou des cancers, un cancer du poumon ou quand même assez grave comme condition. Vous savez, toutes ces affectations des voies respiratoires comme un peu plus sérieuses qui impliquent aussi, en tout cas très souvent aussi des traitements médicaux. Okay? Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'applique aussi à toutes ces conditions. Je veux dire, les règles pour bien respirer, elles restent toujours pareilles en fait, peu importe les conditions de la santé qu'on a, même si on a la maladie obstructive des poumons ou l'asthme ou le cancer des poumons, peu importe, ok? Mais c'est sûr que dans le cas de toutes ces conditions, il faudra aussi d'autres traitements, ok? Tandis que quand on n'a rien de tout ça, quand on n'a rien de tout ça nécessairement, mais on remarque que quand même, on a un peu du mal à respirer, on a l'impression de s'étouffer parfois ou de manquer d'air, on sent que c'est pas fluide. Mais là, vraiment la base, c'est vraiment de s'assurer que ces 5 règles que j'ai essayé d'isoler en fait, que ces 5 règles-là, que vous les respectez le plus possible. Ok? Donc, avant qu'on embarque dans les 5 règles, quelques informations de base, je pense, dont plusieurs personnes n'ont pas nécessairement conscience, c'est déjà, est-ce que vous savez
combien de muscles participent à la respiration? Est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse quelques secondes et 10 secondes pour peut-être penser à un chiffre, essayer de faire une petite réflexion rapide comme ça. Selon vous, combien de muscles participent de près ou de loin à la respiration? Donc, je vais vous donner la réponse. Il y a au moins, ça c'est vraiment au moins, peut-être il y en a même plus, il y a au moins 25, pas 25, 21, peut-être même plus en fait, mais 21 dans le livre que j'ai lu, en fait, le livre que je considère comme un peu ma Bible sur la respiration. Il y a au moins 21 muscles qui participent de près ou de loin au processus respiratoire. Il y a les muscles qu'on appelle primaires. Ça veut dire que les muscles primaires, normalement, ils participent tout le temps à la respiration, ils sont tout le temps impliqués. Et il y a les muscles qu'on appelle les muscles accessoires. Donc ça, normalement, je dis bien normalement, les muscles accessoires, ils ne sont pas toujours impliqués dans le processus respiratoire, mais dans certaines situations. La plupart du temps, ça va être dans les situations où on va faire des efforts un peu plus intenses. Normalement, c'est là que les muscles, oups, j'ai juste ma présentation ici, c'est là que les muscles accessoires seront plus impliqués. Puis autant pour les muscles primaires que pour les muscles accessoires, on a les muscles primaires inspiratoires, donc qui nous permettent d'inspirer, les muscles primaires expiratoires, donc qui nous permettent d'expirer. Pareil aussi pour les muscles accessoires. Les muscles accessoires qui permettent d'inspirer et les muscles accessoires qui nous permettent d'expirer. OK. Donc, tous ces muscles ensemble, au moins 21 muscles. OK? Donc, juste pour vous donner quelques exemples, donc ce serait quoi les muscles primaires en fait? Mais le muscle primaire respiratoire principal, c'est le diaphragme, évidemment. Donc, je vous fais un petit rappel, le diaphragme. Il y a certaines personnes qui ne savent pas nécessairement le diaphragme, mais se situe où? Il y en a qui pensent qu'il est plus là, il y en a qui pensent qu'il est plus là. Donc, le diaphragme, il a la forme d'un dôme, donc à peu près comme ça ici. Puis, le diaphragme est attaché au niveau des côtes, tout le contour au niveau des côtes, pas que au niveau de nos côtes, évidemment, mais c'est quand même les points d'attache assez importants. Donc, il est à peu près ici, en fait, à ce niveau-là, le diaphragme. OK? Puis le diaphragme, il sépare notre tronc en deux parties. Donc, on a la paroi abdominale, ce qu'on appelle, et la paroi thoracique. Donc, en bas, la section ici, paroi abdominale, du plancher, du diaphragme jusqu'au plancher pelvien, la paroi abdominale, et du plancher pelvien jusqu'à notre gorge, à peu près, ça, c'est la paroi thoracique. Donc, le diaphragme, normalement, on va en reparler un petit peu plus au courant de ce direct aussi, mais le diaphragme, normalement, donc il a cette forme-là, normalement, sur l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, comme ça, et en fait, en s'abaissant, il se contracte. OK? Donc, quand il s'abaisse, il se contracte, c'est ça qui nous permet d'inspirer. Quand le diaphragme remonte, il se relâche, et c'est ça qui nous permet d'expirer. OK? Au niveau des muscles primaires respiratoires, il y a aussi certains muscles intercostaux. Donc, entre les côtes, si vous touchez vos côtes, il y a des muscles aussi entre les côtes. OK? Donc, ce sont les muscles intercostaux, entre autres, qui nous permettent de gonfler en quelque sorte la cage, le bas de notre cage thoracique, et pas que, en fait, le bas de notre cage thoracique. Ça aussi, ce sont les muscles primaires respiratoires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, plus au niveau du cou, un petit peu plus en profondeur, il y a le muscle scalène. Le muscle scalène, qui est un muscle respiratoire primaire aussi. OK? Donc, juste, je pense que je vais vous dire aussi que j'ai une présentation avec les images aussi. Donc, tous les muscles que je suis en train de vous dire, en fait, ils sont aussi dans mon document de la présentation. Donc, après ce live, après ce direct, ceux qui voudront, je pourrais partager avec vous ce document. OK? Donc, déjà, si vous voulez que je partage, vous pouvez même déjà l'écrire dans le chat. Marina, je veux le document. Ou sinon, après aussi, vous allez pouvoir me le demander. OK? Je vais mettre une publication dans le groupe. Donc, dans le document, il y a toutes les images, tout le résumé de la présentation, en fait. OK? Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour plusieurs.
Donc, le muscle scalène, le muscle plus dans la région du cou, très très profond, qui est un muscle primaire aussi. Donc, c'était quelques exemples. Parmi les muscles accessoires respiratoires qui, normalement, ne devraient pas tout le temps participer au processus respiratoire, mais je vais vous en donner quelques-uns. Et là, ce muscle sternocléidomastoïdien, lui ici, je suis en train de le toucher. Vous voyez, il en a deux de chaque côté. Donc, il part de là, ici, un peu derrière l'oreille, puis il s'attache au niveau du sternum, en fait, ici, le sternocléidomastoïdien. Donc, sternocléidomastoïdien, c'est un muscle accessoire de l'inspiration. Donc, c'est un muscle, ça veut dire qu'il n'est pas tout le temps impliqué dans la respiration. Normalement, il va participer à la respiration, à l'inspiration, plus spécifiquement quand on va faire un effort. Le muscle trapèze supérieur, lui ici, qui est très, très, très souvent raide chez beaucoup de personnes, lui aussi, c'est un muscle inspiratoire, accessoire également, ok? Lui ici, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Après, comme je dis, je ne les énumère pas tous. Le trapèze supérieur, le dentelé antérieur, là aussi le dentelé antérieur qui lui est un petit peu plus ici. Il est un peu comme derrière la poitrine, un peu plus difficile à montrer, mais il est un peu plus ici en fait. Parmi les muscles expiratoires, accessoires, ok, on a entre autres le carré des lombes. Lui, il est ici. Donc, c'est un muscle qui va nous aider à expirer quand on va faire un gros effort. La photo est dans mon document une fois de plus. Et bref, il y en a un couple. Okay? Je ne vais pas tous les énumérer, c'est juste pour vous donner une idée. Okay? De toute façon, dans le document, j'en ai mis quelques-uns de plus. Okay? De toute façon, je ne vais pas vous bombarder de noms de muscles. OK? C'était juste pour vous donner une idée. OK? Une autre chose que je pense c'est important aussi de comprendre, les personnes qui ont assisté à mon webinaire que j'ai fait il y a quelques semaines, dans lequel j'ai parlé des chaînes myofasciales, comprendront mieux de quoi je parle, mais quand même, le diaphragme, donc le muscle primaire respiratoire, fait partie aussi d'une chaîne myofasciale, d'une chaîne musculaire, si vous voulez, qui s'appelle la chaîne myofasciale antérieure profonde. Donc, en gros, c'est une chaîne, tous les muscles sont connectés en quelque sorte entre eux. Okay? Il y a un tissu qui les connecte tous. Puis, ce qui fait partie de cette chaîne, okay? En fait, c'est une chaîne qui part même au niveau de nos pieds. Elle part très, très, très en profondeur. Donc, on ne peut pas palper vraiment ces muscles, ces tissus. Très, très, très en profondeur au niveau, dans la région du mollet. Ensuite, tout le groupe des adducteurs de la hanche. Ça, c'est eux autres ici, les muscles à l'intérieur de la cuisse. Adducteurs de la hanche. Le plancher pelvien fait partie, le psoas, le muscle psoas, très important, fait partie aussi de cette chaîne. Le plancher pelvien, le diaphragme. Ensuite, même l'enveloppe qui entoure le cœur aussi fait partie de cette chaîne. Et ensuite, les muscles du cou, certains muscles du cou et même les muscles de la mâchoire, ils sont comme tous un peu reliés. On peut tracer un chemin entre tous ces muscles, en fait, des pieds jusqu'à la mâchoire. OK? Et en fait, la capacité, entre autres, de notre diaphragme à bien faire son travail va dépendre aussi de la condition des muscles de toute cette chaîne. Donc, entre autres, le muscle psoas est très important. Et si on regarde le schéma, en fait, des muscles, on voit clairement, donc le psoas, il part ici, hop, très, très, très en profondeur, il va s'attacher un peu plus derrière le dos, mais il a une connexion, donc, on a le diaphragme, puis le psoas, il est vraiment en contact très, 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 il passe près du diaphragme, ok? Donc, le psoas très, très, très connecté au diaphragme. Et donc, souvent, quand on va avoir des raideurs au niveau du muscle psoas, ça va affecter notre diaphragme et vice-versa, ok? Donc, ça, c'est pour vous donner vraiment l'image globale que la respiration, il ne s'agit pas que des poumons. Il ne s'agit même pas que du diaphragme. Il s'agit de tout un écosystème en quelque sorte, ok? De toute cette chaîne myofasciale, on a les muscles accessoires, les muscles primaires, on a
qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le plancher pelvien aussi joue un rôle très important dans la respiration, ok? Donc ça, c'est pour vraiment élargir un peu notre compréhension de c'est quoi la respiration, ok? Puis quand on parle de la coordination respiratoire, c'est quoi la coordination respiratoire, ce dont je parle aujourd'hui? Mais c'est la capacité de notre corps déjà à bien coordonner le mouvement de tous ces muscles entre eux, ok? Est-ce que ce sont les bons muscles qui vont se contracter au bon moment, mettons quand on va inspirer, ou quand on va expirer, est-ce que ça va être les bons muscles, chaque muscle va bien faire son travail au bon moment, ou on ne veut pas que les muscles se contractent, tandis que normalement, ils ne devraient pas se contracter. Ça ne sert à rien qu'ils se contractent à ce moment. Ou est-ce qu'il y a peut-être un muscle qui va essayer de faire le travail d'un autre muscle aussi? Ça aussi, tout ça, ça va être un peu les problèmes de coordination respiratoire. Comment tout se coordonne dans cet écosystème quand même assez compliqué qu'est la respiration. Et une fois de plus, la chaîne antérieure myofasciale que je viens de vous décrire, si certains muscles de cette chaîne sont plus raides, mais ça va avoir un impact en fait sur toute la chaîne, ok? Donc une fois de plus, est-ce que les muscles qui font partie de tout cet écosystème, est-ce qu'ils sont suffisamment forts? Est-ce qu'ils sont suffisamment souples, élastiques aussi, ok? Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la respiration. Et donc là, j'ai dit déjà pas mal d'affaires, mais on va y aller avec les règles. Juste avant que je passe aux règles, prenez conscience aussi du fait que on fait près de 8 millions de respirations dans une année. 8 millions de respirations dans une année, ok? En soi, si on prend juste une seule inspiration-expiration, à moins c'est une maladie grave au niveau des poumons, c'est pas quelque chose de très difficile. Juste faire une inspiration-expiration, ok? Donc maintenant, si on fait juste une mauvaise respiration, c'est pas ça qui va tout chambouler notre corps, notre système. Mais imaginez 8 millions de fois que notre corps fait ce mouvement dans une année. Mais si on est rendu à 8 millions de mauvais mouvements, de faux mouvements, ok? Là, il a plus de risques que le muscle, justement, qui est peut-être surutilisé, mais quand il est surutilisé de façon chronique 8 millions de fois, il peut en souffrir, ce muscle, justement, ou ça va vraiment avoir beaucoup plus d'impact sur notre corps. Donc, tu sais, c'est comme un peu une goutte à la fois, juste une goutte, ça ne fait rien. Hein? Mais quand les gouttes tombent, mais à un moment donné, il y a une goutte qui fait déborder le vase, puis là, on commence à avoir des problèmes, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que les problèmes qu'on peut développer à cause d'une mauvaise respiration, ça va pas se déclencher tout de suite non plus, tu vois. Parfois, ça va se déclencher d'une façon plus progressive ou, à un moment donné, il y aura aussi cette dernière goutte qui va faire en sorte que le corps va faire comme, non, écoute, ça y est, j'en peux plus de respirer comme ça, je lâche, il faut vraiment que tu réapprennes à bien respirer, ok? Donc, 8 millions de respirations dans une année. Et donc, si on respire mal, tout ce qu'on peut développer comme problématique, mais déjà très simple, évidemment, des douleurs au cou, des douleurs au dos, des douleurs aux épaules, plus de stress, de l'anxiété, les sensations justement de serrement au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, une boule dans la gorge, hein, des reflux gastro-œsophagiens, des vertiges, des étourdissements, des essoufflements. Je pense que c'est loin d'être la liste complète aussi, ok? Ok, donc ça, je l'ai déjà dit. Ok, donc les 5 règles. Je pense que je vais d'abord énumérer les 5 tout de suite, puis ensuite on va les regarder une par une. Donc la première règle, adopter une respiration diaphragmatique, ça je pense que vous avez déjà un peu compris, ok? C'est vraiment la règle la plus importante, puis en quelque sorte, toutes les autres règles viennent appuyer la première règle, ok? Donc, la deuxième règle, c'est de respirer par le nez, le plus possible et non par la bouche. La troisième règle, c'est de faire les expirations un peu plus longues que les inspirations. Okay? Et idéalement, on vise aussi même une petite pause à la fin de l'expiration. Souvent, dans une mauvaise respiration, on va observer l'inverse. On va observer trop d'inspiration et pas assez d'expiration. La quatrième règle, c'est de travailler
les abdominaux, de s'assurer d'avoir les abdominaux suffisamment forts et le plancher pelvien aussi suffisamment tonique parce que ça joue un rôle important dans la respiration, on va voir ça. Et la 5e règle, c'est de corriger, de porter attention et de corriger nos défauts de posture. Comment pourrais-je ne pas parler des défauts de posture dans une présentation, hein? Bien sûr que ça va sortir à un moment ou à un autre. Okay? Donc maintenant, on va regarder un à un les règles. Donc, adopter. Oui, puis la chose que je ne vous ai pas dit, je pense, en fait, on va regarder les 5 règles. Ensuite, en bonus, on va regarder 3 exercices de respiration à la fin. Je vais vous montrer. Okay? Donc, je vais vous montrer aussi comment travailler la respiration diaphragmatique. Donc, la règle numéro 1, prioriser la respiration diaphragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire la respiration diaphragmatique? J'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt quand je vous ai parlé du diaphragme, qui est un muscle primaire respiratoire. Normalement, dans une bonne respiration saine, quand on est au repos, quand on n'est pas en train de faire un énorme effort qui demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de souffle, normalement, donc on veut que, principalement, uniquement que ce soit uniquement les muscles primaires qui participent à la respiration, donc le diaphragme le principal. Donc on veut que le diaphragme, qui est ici comme ça en forme d'un dôme, comme ça ici, donc sur l'inspiration, le diaphragme s'abaisse. Donc ça permet à nos poumons de se remplir avec de l'air parce que ça libère de l'espace. Okay? Donc ce qu'on observe en s'abaissant, ce qui va arriver aussi, je vous ai dit, le diaphragme il est attaché au niveau des côtes, pas que, mais c'est quand même très important à comprendre, il est attaché au niveau des côtes. Donc en s'abaissant, donc si le diaphragme s'abaisse, tout ça ici, normalement, ça devrait prendre un peu de l'expansion. OK? Donc, ça bouge. Donc là, regardez. Donc voilà, ici, ça c'est les côtes. Voilà. Donc sur l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et les côtes vont s'ouvrir légèrement. OK? Et donc, toute notre paroi abdominale, vous vous en rappelez, je vous ai dit que le diaphragme sépare notre tronc en deux, paroi thoracique, paroi abdominale. Donc, toute la paroi abdominale va prendre de l'expansion dans toutes les directions un peu, ok? Pas que au niveau du ventre, ok? Vraiment dans toutes les directions. Et normalement, donc quand on a cette respiration diaphragmatique, les muscles accessoires inspiratoires ne devraient pas participer. Donc je vous rappelle les muscles accessoires respiratoires, on a ici le sternocléidomastoïdien, on a le trapèze supérieur, tout plein d'autres muscles en fait aussi, mais ce sont quand même des exemples les plus visibles et les plus parlants, ok? Versus quand on n'a pas une respiration diaphragmatique, quand on va avoir une respiration accessoire, ce qu'on appelle ici la respiration superficielle, la respiration de stress, la respiration haute, ça va être ici en fait que ça va bouger, ok? Donc ça va ressembler plus à quelque chose de, il faut que je me concentre, quelque chose de comme ça ici, ok? Et en fait, quand on a ce type de respiration au repos, quand on n'est pas supposé d'avoir ce type de respiration au repos, quand notre corps prend cette mauvaise habitude de respirer, d'adopter cette respiration haute, mais ce qui va arriver souvent, c'est un peu l'inverse en fait. On va même parler d'une respiration inversée. Mais au contraire, en inspirant, on va rentrer le ventre, et tandis que ça ici, ça va comme se gonfler, ok? Au niveau de la poitrine, mais vous imaginez que je vous ai parlé, on respire 8 millions de fois dans une année. Mais si 8 millions de fois dans une année, on fait ce mouvement, mais imaginez à quel point ces muscles-là, qui normalement ne devraient pas être autant surutilisés, mais à quel point ils vont se fatiguer. Okay? D'où aussi on va développer toutes ces raideurs. Souvent, lui ici, le sternocléidomastoïdien, il va devenir raide, tendu, il va devenir plus gros. C'est là aussi, quand je vous ai parlé au tout début, j'ai commencé à avoir mal à l'oreille, mais en fait, parce que lui ici, il passe pas très loin de l'oreille, ok? Donc, cette tension au niveau de ce muscle, ça peut tirer aussi au niveau de l'oreille, puis bref, créer toutes sortes de désagréments à ce niveau-là aussi, des raideurs, des tensions. Le fameux trapèze supérieur qui est raide chez pratiquement tout le monde, ok? Si vous avez une mauvaise respiration accessoire en permanence, c'est pratiquement certain à 100% que
votre trapèze supérieur va être trop raide et trop tendu. Vous allez peut-être aussi avoir tendance à avoir les épaules surélevées. On va être un petit peu comme ça, prêt. On est tout le temps un peu hyper vigilant, tu vois, comme ça. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir, en fait. On ne veut pas compenser tout le temps avec la poitrine quand on est au repos, ok? Normalement, quand on est au repos, on veut que ça se fasse dans cette région-là, ici. Et cela dit, quand on parle des muscles inspiratoires accessoires, ils servent quand même à quelque chose. Tu vois? Si notre corps a mis en place ce système de pouvoir respirer aussi avec la paroi thoracique, mais ça a quand même une utilité. Ça a une utilité, par exemple, quand on est en train de faire un sport, une activité particulièrement intense physiquement. Okay? Quand juste le fait de gonfler notre ventre, de travailler le diaphragme, mais ça ne suffit pas en fait pour que les poumons aient assez d'air pour fournir notre corps en oxygène. Okay? Donc c'est là que quand on fait une activité comme super intense, mais en plus d'utiliser le diaphragme, les muscles ici vont aussi donner un coup de pouce puis vont nous aider vraiment. C'est là aussi qu'on va compenser, mais pas compenser, mais rajouter aussi ce travail des muscles accessoires respiratoires, cette respiration accessoire. Ok? Mais au repos, normalement, quand on fait un effort plutôt léger, tu vois, même quand on est en train de marcher normalement, quand on a un système cardiovasculaire en bonne santé, on n'a pas besoin de trop compenser non plus avec la cage thoracique. Okay? Vraiment, la première étape, de toute façon, c'est déjà juste au repos, s'assurer que déjà, ça va être un bon début, juste au repos, quand on est assis, quand on dort, quoi, qu'on ne surutilise pas, en fait, tous ces muscles-là ici. Okay? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi au sujet de la respiration diaphragmatique? Mais c'est important aussi de faire la distinction entre la respiration diaphragmatique et la respiration ventrale. C'est que souvent, on a tendance à dire ça, et même moi aussi, ça m'arrive de le dire. On respire avec le ventre, on respire avec le ventre. Quand on va faire du yoga, on va souvent dire la respiration ventrale, c'est une respiration de détente. Oui, c'est une respiration qui permet de se détendre, mais c'est pas tout à fait la même chose que la respiration diaphragmatique. En fait, dans la respiration diaphragmatique, il y a la composante ventrale, effectivement, mais c'est pas n'importe quelle respiration ventrale qui fait travailler le diaphragme de la bonne façon. Je vous explique. La respiration ventrale, ça va être plus ça ici. Donc là, je suis en train un peu de faire le ventre un peu comme si j'étais enceinte, vous voyez, ok? Donc là, c'est vraiment que le ventre qui se gonfle, mais ça bouge pratiquement pas ailleurs en fin du compte. Il n'y a pas de mouvement au niveau des côtes, il n'y a pas vraiment de mouvement au niveau de mon dos. Donc dans la respiration ventrale, uniquement ventrale, ça va que dans un sens en fait, ce gonflement, puis c'est plus vraiment un petit peu plus bas au niveau du ventre. Tandis que quand on va parler de la respiration diaphragmatique, le ventre va se gonfler aussi un peu, oui, forcément, un petit peu, pas autant par contre, ok? Mais on va plus aller chercher vraiment le mouvement aussi au niveau de l'ouverture, un peu au niveau des côtes, ok? On va sentir un petit peu plus de mouvement au niveau du dos. Donc ce mouvement, cette expansion se fait comme vraiment plus dans toutes les directions, ok? Et c'est ça vraiment qui permet à notre diaphragme de s'abaisser, de se contracter. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est un bon travail au niveau de notre diaphragme qui permet d'aller chercher cette expansion, mais ça va un peu dans les deux sens, vous voyez? Donc c'est ça la différence aussi entre la respiration ventrale et diaphragmatique. Je ne dirais pas que la respiration ventrale purement, c'est quelque chose de absolument à bannir à 100%, mais il faut faire attention parce que quand on fait la respiration ventrale, on ne travaille pas forcément notre diaphragme. Et à la longue, si on ne fait que ça, respirer avec le ventre, en fait, comme ça peut mener à d'autres problèmes aussi, vous voyez, parce que bon, il reste que quand je fais comme ça, les abdominaux sont comme complètement relâchés, il n'y a plus aucun tonus au niveau, plus aucune force au niveau des abdominaux quand je gonfle mon ventre comme ça. Le plancher pelvien pas super engagé non plus. Donc si on ne fait que ça, ça peut mener à des faiblesses au niveau justement des abdominaux profonds, au niveau du plancher pelvien. C'est vrai que quand je gonfle trop mon ventre, mon dos a tendance à un petit peu trop se creuser aussi. Donc si on ne fait que ça, c'est pas très bien à la longue non plus. Les situations dans lesquelles je vais suggérer à quelqu'un de travailler vraiment la respiration uniquement avec le ventre, c'est
ça va être une personne qui a vraiment énormément de difficultés à relâcher le ventre en inspirant complètement. Vous voyez? Mettons quelqu'un qui est vraiment pris comme dans cette respiration superficielle, qui ne comprend pas en fait comment détendre un petit peu le ventre en inspirant. Hein? Puis là, parfois dans cette situation, la première étape, ça va être de juste apprendre à cette personne de relâcher, de gonfler le ventre en inspirant. Une fois que ça va être un peu plus maîtrisé, mais par la suite, on va augmenter le niveau de difficulté, puis on va plus se concentrer. En plus, rajouter le mouvement au niveau des côtes, rajouter vraiment mieux sentir toute cette expansion au niveau de la cage thoracique. Donc, quand ça va être la respiration diaphragmatique, il y aura un petit peu moins de mouvement comme ça, vous voyez, mais plus un peu du mouvement un petit peu plus comme sur les côtés aussi, vous voyez, donc on va distribuer le mouvement d'une autre façon. Ok, donc ça c'était la règle numéro 1. La plus importante, évidemment, hein? Ok, donc la deuxième règle, respirer par le nez et non par la bouche. Oui, ça je pense que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais la respiration par le nez, il y a les études qui ont prouvé qui ont observé en fait que quand on respire par la bouche trop, ça favorise cette respiration accessoire, cette respiration superficielle. Okay? Tandis que quand on va respirer par le nez, ça favorise un peu plus l'utilisation du diaphragme. Okay? Puis c'est beaucoup question de pression en fait que ça va créer dans notre corps en fait. Parce que quand on va inspirer par la bouche, ça fait comme beaucoup d'air d'un coup versus, non, c'est pas tout à fait ça en fait. Non, c'est pas ça. En fait, quand on respire par le nez, le passage de l'air est un peu plus étroit, est un peu plus petit, ok? Puis, c'est vraiment, versus quand on respire avec la bouche, d'un coup, on peut avoir vraiment plus d'air, c'est comme plus grand. Hein? Et ça modifie, sans rentrer trop dans les détails, ça modifie un peu la pression qui va être exercée justement au niveau des poumons, au niveau de notre diaphragme, puis ça va tout un peu débalancer en fait, ok? Donc, c'est ça, je pense que je ne vais pas faire un cours de 3 heures là-dessus, mais sachez que quand on respire par le nez, ça favorise l'utilisation du diaphragme quand on respire, ok? C'est sûr qu'il faut combiner ça aussi avec le travail du diaphragme. Maintenant, si toute votre vie, depuis très 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 longtemps, vous respiriez d'une mauvaise façon, et là vous commencez à respirer par le nez, peut-être que ce ne sera pas suffisant de juste commencer à respirer par le nez pour adopter la bonne respiration, mais ça va être important de travailler la respiration avec le diaphragme, puis en plus, le faire par le nez, ok? Puis en plus, à part, on sait aussi que le nez, ça nettoie l'air d'une meilleure façon que par la bouche, donc on se débarrasse un peu mieux de tout ce qui est polluant, tout ce qu'on ne veut pas avoir dans nos poumons, en fin du compte, ok? Inspiration versus expiration. Donc, préférablement, on veut inspirer et expirer par le nez, mais minimalement, ce serait au moins d'inspirer par le nez, ok? À la limite, c'est sûr que ça peut être difficile de toujours expirer par le nez, surtout dans le contexte quand on parle. Vous voyez, comme là, en ce moment, je parle, mais je sais quand même d'inspirer par mon nez le plus possible, mais forcément, pendant que je parle, mais il y a l'air qui sort par la bouche, manifestement. Donc, j'ai pas vraiment d'autres options, quoi. Donc, préférablement, on veut inspirer, expirer par le nez, mais minimalement, au moins, inspirer par le nez. OK? Donc, la troisième règle, expiration plus longue que l'inspiration. OK? Donc, ça, c'est important parce que souvent, quand on va développer cette mauvaise respiration accessoire, on va avoir tendance à faire l'inverse aussi. On va avoir tendance à trop inspirer, puis ne pas suffisamment expirer. Donc, si on va regarder, mettons, dans une journée, le nombre de minutes, le nombre de temps que la personne a passé à inspirer versus expirer, souvent, malheureusement, on va avoir plus de temps passé à inspirer que d'expirer. Okay?
Tandis qu'on devrait passer plus de temps sur l'expiration. Okay? On a tendance parfois à croire, en fait, non, c'est pas ça. Souvenez-vous vraiment de cette phrase, on a besoin de moins d'air que ce qu'on aurait tendance à croire. Je ne suis pas en train de parler des situations où la personne souffre de maladies pulmonaires obstructives, où là vraiment on est dans un état où on manque d'air, quoi, où c'est vraiment des problèmes de poumons ou de l'asthme. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas comme problème. Oui, tout à fait. Ça existe aussi qu'on va manquer d'air en fin du compte. Mais si on regarde une population saine, qui n'a pas vraiment de problème de poumons, quoi, souvent ce qu'on va observer en fait, c'est un excès d'oxygène. Les gens vont en avoir plus qu'il ne le faut. Ça justement parce qu'on va passer plus de temps à inspirer que d'expirer. Okay? Et donc ça mène aussi à l'hyperventilation. C'est ça, la respiration accessoire, ça mène à de l'hyperventilation. Et l'hyperventilation, c'est, on a justement plus d'air que ce qu'il nous en faudrait en fin du compte. Okay? C'est ça, quand on a trop d'air, tout comme le manque d'air, ça peut nous donner la sensation de nous étouffer et ça peut aussi nous donner des étourdissements, des vertiges, toutes sortes de choses là comme ça un peu désagréables. Okay? Et donc en fait, on se retrouve avec un excès d'air, surtout quand on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Ça s'accumule, il y a aussi tout cet air résiduel qui va pas avoir le temps de bien s'évacuer, de bien sortir en fait de notre corps aussi, parce qu'on passe pas suffisamment de temps à expirer. Donc on a de l'air qui s'accumule, puis toute cette tension aussi qui s'accumule, donc des raideurs aussi dans les muscles, donc et voilà. Puis en fait c'est ça qui arrive aussi quand on est stressé, souvent. Quand on est stressé, souvent on va avoir tendance à un petit peu plus contracter notre ventre, on est un peu comme ça, hein? C'est là qu'on va adopter cette respiration un peu plus rapide, un peu plus, un peu plus rapide, plus superficielle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Puis là, on n'arrive pas vraiment à bien expirer, on hyperventile. Puis, c'est ça. Donc, retenez qu'on a besoin de moins d'air qu'on a tendance à croire. OK? Et puis, aussi, ce qui est important, quand on est tout le temps en mode hyperventilation, donc on a tout le temps plus d'oxygène, trop d'oxygène, et on n'est pas en train de produire assez de CO2, donc ce qu'on est en train d'expulser, ce qu'on est supposé d'expulser dans notre corps, le CO2, ça finit à la longue, ça finit même par débalancer toute la biochimie de notre corps, même la biochimie de notre sang. Okay? Ça peut même affecter l'équilibre acido-basique de notre corps. Quand la proportion O2, donc l'oxygène versus le CO2, le gaz carbonique, est débalancée. Donc ça affecte toute la biochimie de notre corps. Et ensuite, quand on voudra réapprendre à respirer, même au début, parce que en fait tout le corps, toute la biochimie de notre corps s'est changée et s'est adaptée en quelque sorte en fonction de cette mauvaise façon de respirer. Mais on peut, au début, quand on voudra réapprendre à respirer, on pourrait être aussi assez inconfortable au début quand on va travailler la respiration diaphragmatique, quand on va plus essayer d'inspirer, expirer par le nez, de faire des expirations plus longues. Même quand on va faire ce type d'exercice, on pourra avoir tendance d'être un petit peu étourdi une fois de plus, on va avoir l'impression de manquer d'air, ok? Donc, ça peut être des étapes normales aussi de réapprentissage d'une bonne respiration parce que notre corps, il faut qu'il se réhabitue, il faut qu'il toute cette biochimie, en fait, il faut que tout ça se change en fin du compte, ok? Et c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, donc ça peut être normal aussi au début d'avoir des symptômes un peu désagréables comme ça. Donc, idéalement, quand on est au repos, une fois de plus, ce qu'on recherche à peu près en termes de temps, inspiration, expiration, puis ensuite, c'est bien aussi d'avoir une petite pause. Donc, on va inspirer, ça c'est juste pour vous donner une idée, ok? Après, ça peut varier un peu d'une personne à l'autre, mais on va inspirer, mettons, sur 4 temps. Mettons, quand vous voulez pratiquer votre respiration, ça va être d'inspirer sur 4 temps, d'expirer pendant
plus 6 temps. Et même à la fin de l'expiration, ça peut être bien de juste prendre une petite pause de temps. Donc, ça va être non, c'est pas ici, ça va être plus ici que ça va bouger. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une petite pause à la fin. On reprend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'inspiration, on fait une petite pause. OK? Après, vous voyez, ça peut être aussi, mettons, 3 temps sur l'inspiration, 5 temps sur l'expiration. Vous voyez, on peut jouer quand même avec les chiffres. C'est pas coulé dans le béton, mais idéalement, quand on a un système cardiovasculaire en santé, on vise à peu près, en moyenne, 14 respirations par minute. Okay? Et là, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais il existe aussi la technique de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et là, dans cette technique-là, l'inspiration versus l'expiration, normalement, c'est égal. Okay? Très bonne technique, la cohérence cardiaque pour gérer le stress, effectivement. Donc, comme exercice, c'est excellent. Sa cohérence cardiaque, le fait de se centrer sur notre respiration et de compter le nombre de temps égal pour inspire-expire. Très bien pour gérer le stress, mais une fois de plus, normalement, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on devrait quand même passer plus de temps à expirer que d'inspirer. Okay? Voilà. La règle numéro 4, s'assurer qu'on a les abdominaux et le plancher pelvien qui sont assez forts, assez toniques, assez actifs. Donc ça va beaucoup nous aider durant l'expiration et surtout durant l'expiration quand on va faire un effort. Okay? Donc souvent, quand on va faire un effort, forcément, le diaphragme va travailler un petit peu plus, va descendre un petit peu plus, peut-être même les muscles accessoires qui vont un petit peu participer également, dépendamment de l'effort qu'on va faire. Ce qui est important, surtout aussi durant l'effort, c'est de faire sortir le maximum d'air pour ensuite pouvoir remplir nos poumons avec du nouvel air riche en oxygène, puis c'est ça. Okay? On ne veut pas que toute cette air résiduelle s'accumule justement dans nos poumons. Et c'est là que, quand on est en train de faire un effort, c'est là que les abdominaux, entre autres, profonds et pas que profonds, le plancher pelvien aussi, vont nous aider à faire sortir tout cet air vers l'extérieur. Avec cette contraction, on contracte le tout. Là, le diaphragme, ça pousse le diaphragme vers le haut, comme pour reprendre sa place, et ça fait sortir tout l'air. Okay? Donc, si on manque de force au niveau des abdominaux, au niveau du plancher pelvien, qui participent tous dans cette action de l'expiration un petit peu plus forcée, un peu plus active, quand on est en train de faire un effort, c'est ça, donc l'expiration est moins efficace. Si l'expiration est moins efficace, on a une fois de plus de l'air résiduel en quelque sorte qui s'accumule un peu trop. L'expiration est moins efficace, l'inspiration est moins efficace. Et là, on a l'impression de manquer d'air. Puis là, on commence à trop surutiliser le muscle accessoire respiratoire. On commence à hyperventiler, puis etc. Okay? Donc, c'est sûr que tout ça ici, okay? Même les muscles au niveau du dos aussi, le fameux carré de l'ombre, qui est un petit peu plus en profondeur à cet endroit-là, lui aussi, il participe à cette expiration un peu plus forcée. Okay? Donc, c'est pour ça que ça joue un rôle quand même assez important. Et le 5e point, la posture, évidemment. La posture, oui, mais écoutez, défaut de posture parmi les plus communs à notre siècle, je pense que vous le connaissez tous assez bien. Quelque chose qui ressemble à ça, parfois on peut être comme ça, ou au contraire comme ça, ou on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'exagère un peu, mais bref. Au final, on se retrouve toujours avec la tête vers l'avant, les épaules qui sont roulées, le haut du dos parfois qui est arrondi. Ici, on peut avoir soit une hyperlordose, ou au contraire, le bas du dos qui va être trop... là, j'arrive pas vraiment à faire un bas du dos plat, mais complètement, on est plus peut-être un peu comme ça. Hein. Tout ça, ça a un impact sur la respiration. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je pense qui décrivait assez bien. Très rapidement, tiens, je trouve c'est très intéressant cet exemple, vraiment très 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 concret. Si vous avez une ceinture, une écharpe, quelque chose quand même
d'assez long. Vous pouvez le faire avec moi, sinon je vous fais la démonstration rapide. Il a des connexions myofaciales également. Attendez, oui, c'est ça, comme ça ici. Il y a des connexions myofaciales également tout le long des muscles et des tissus que je suis en train d'enrouler avec la sangle, avec cette sangle-là en ce moment, comme ça. C'est ça, les connexions myofaciales. Ceux qui ont participé à mon dernier webinaire savent de quoi je parle. Sinon, ben, soyez présents durant mon prochain webinaire que je pense que je vais refaire dans quelques semaines, un mois. Vous allez mieux comprendre, mais tout ça, en fait, c'est un peu connecté, relié. Donc, on a les muscles ici, les tissus, puis derrière le cou ici. Et donc là, normalement, c'est même plus pratique quand c'est plus visuel. Ben, c'est pas plus visuel, c'est plus parlant quand on est assis. Mais en gros, juste si vous serrez quand même assez fort, comme ça, puis là, attendez, les cheveux ne sont pas tout à fait, ne mettent pas nécessairement, mais en fait, comme ça ici. Vous allez tenir la sangle quand même assez serrée. Et si vous déplacez votre tête vers l'avant, si vous essayez de rouler un peu vers l'avant, vous allez sentir que ça va se serrer ici en fin du compte. Ok? Voilà. Donc ça, c'est comme un exemple quand même assez concret, je trouve, sur comment la tête vers l'avant affecte notre diaphragme qui se situe justement dans cette région. Okay? Donc quand on a la tête vers l'avant, ça tire, ça serre dans toute cette région-là ici. Puis le diaphragme, mais il est moins libre de bien faire son travail. Ça, c'était juste un exemple. Okay? Mais sinon, au niveau de la posture, pratiquement tous les défauts de posture auront un impact sur la respiration. Okay? La scoliose aussi, il faut quand même faire attention. Parfois, à cause de la scoliose, peut-être d'un côté, ça va être un petit peu plus comprimé, de l'autre côté, un peu plus relâché. Bref, vous voyez, les roulements, tout ça. Oui, c'est quand même une composante importante, un facteur important à prendre en considération au niveau de la posture. OK? Oui, c'est ça. OK. Donc, il reste la partie exercice. Je pense qu'il reste encore un petit 10 minutes à ma présentation. OK? Donc, avant qu'on passe à la partie exercice, très rapidement, donc là, je viens de vous parler de la posture, de l'importance du rôle que joue la posture dans la respiration. Et donc ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ceux qui sont nouveaux ne le savent pas encore, mais vous savez que pour travailler vraiment votre posture de façon efficace, mais pour ça, vous réservez votre session offerte, votre session gratuite avec moi qui s'appelle « Je me réapproprie ma posture ». Okay? J'ai mis le lien en description de la vidéo, en haut, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer, puis là, vous choisissez la date qui vous convient, l'heure qui vous convient. Donc, le but de cette session offerte « Je me réapproprie ma posture », c'est déjà de mettre de la clarté sur votre situation, de comprendre votre posture à vous, déjà de voir est-ce que peut-être vos inconforts, vos douleurs sont effectivement vos difficultés respiratoires ou s'ils sont reliés à la posture, ok? De prendre conscience peut-être de vos défauts de posture spécifiques à vous, donc de comprendre la situation en fin du compte. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que la session s'appelle « Je me réapproprie ma posture ». Parce que la première étape, mais c'est vraiment de bien analyser, mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Puis ensuite, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, ok? Et puis, dépendamment de la situation, ok, on pourra voir aussi si ma méthode de travail de la posture pourrait être la bonne pour vous, ok? Mais vraiment, c'est ça, le but premier de cette session, c'est de vous aider à comprendre les liens entre votre posture et les difficultés, les défis que vous êtes en train de vivre en ce moment, ok? Et c'est ça. J'ai plusieurs témoignages que je suis en train de faire avec mes clients actuels, donc qui vont sortir bientôt sur le groupe. Vous pourrez les visionner aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais c'est ça. Donc, réservez votre session par rapport à cette partie posture, ok? Pour avoir des conseils un peu plus personnalisés. Ok, donc, on va regarder les quelques exercices. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Bon, ben écoutez, pour travailler notre posture, pas notre posture, qu'est-ce que je dis? Pour travailler notre respiration,
Ça peut se faire dans différentes positions. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver la position dans laquelle vous êtes le plus confortable possible, la position dans laquelle vous sentez avoir le plus de facilité, justement, à sentir le mouvement au niveau de votre diaphragme. La position, souvent, qui est considérée comme la meilleure position pour respirer, c'est la position couchée, soit sur le dos ou sur le ventre. Donc, moi, je vais vous montrer deux exercices couchés, donc un exercice couché sur le dos, un exercice sur le ventre qui est comme de loin, je pense que mon préféré, celui qui est sur le ventre. Mais dites-vous que ça se travaille aussi dans la position assise, à peu près de la même façon. Okay? Donc, ce qu'on va faire, je vais, si vous êtes couché, okay, je vous encourage à avoir un petit quelque chose derrière votre tête. Et ça, c'est surtout important si vous avez, tendance à avoir la tête vers l'avant. Et là, en fait, pour que vous puissiez mieux me voir, je vais déplacer la caméra. Voilà. Comme ça ici. Donc, la première chose à faire, quand on est en train d'explorer, en fait, déjà si on a une bonne respiration ou pas. Donc, idéalement, on va se coucher sur le dos avec les genoux fléchis. Ça, c'est important, ok? Surtout quand on commence à respirer. Donc là, vous allez poser votre tête sur la petite couverture pliée. Attention pour ne pas que ce soit trop haut non plus, ok? À peine 2 cm à peu près, ok? Après, ça dépend aussi à quel point votre tête est déplacée vers l'avant. Si vous êtes comme vraiment très, très, très vers l'avant, ça peut être un petit peu plus au niveau de la hauteur ici, ok? Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va placer une main ici, là où je vous ai montré, la région du diaphragme, un peu entre l'ouverture, on a les côtes ici, hein, l'espace intercostal, ce qu'on appelle. Et l'autre main, vous la placez sur la poitrine. Et la première étape, mais c'est quand vous allez respirer, c'est d'essayer de faire en sorte que ça bouge ici, au niveau de cette main-là, et pas ici. Okay? On ne veut pas avoir du mouvement au niveau de la poitrine, donc ça, il faut que ça bouge le moins possible. Et on veut que ça bouge ici. Évidemment, vous allez porter attention à inspirer, expirer le plus possible par le nez. Et idéalement aussi, vous allez essayer de faire l'expiration un peu plus longue que l'inspiration. Si ça, c'est quelque chose qui est difficile, ce qui peut très très bien arriver, si ça fait très longtemps que vous respirez, vous avez une respiration accessoire superficielle. Déjà, dans la position sur le dos, il y a différents trucs qui peuvent vous aider. Donc, un des trucs, ça peut être de placer un objet sur le ventre. Ça peut aider à mieux sentir, en fait, le mouvement ici. Et là, vous essayez, donc juste le fait de mettre le petit poids, ça augmente les sensations proprioceptives dans la région du diaphragme. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut aider. On veut que l'objet se déplace, en fait, et que la main qui reste toujours sur la poitrine ne bouge pas. Voilà. Donc déjà, juste ça peut être minimalement un bon test pour observer dans quelle mesure vous avez de la facilité ou de la difficulté à respirer uniquement ici avec la paroi abdominale et non avec la paroi thoracique. Okay? Sinon, un exercice qui permet encore plus de sentir le mouvement. Pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés, je pense que c'est un des meilleurs exercices pour travailler la respiration diaphragmatique. Donc là, vous allez plier un petit peu plus votre couverture. Vous allez poser votre front dessus. Donc là, ici, on a le front, comme ça. Et le nez, vous voyez, assurez-vous que votre nez est bien libre. Hein? Que vous n'êtes pas comme ça, parce que là, je ne suis pas capable de respirer. Okay? Donc ça, c'est vraiment pour le front.
Puis, vous pouvez ajuster un peu la hauteur de la couverture pliée en question. Un petit peu plus haut, un petit peu plus bas pour retrouver la position la plus confortable au niveau de votre cou. Ok, voilà. Et là, ce qu'on va faire, vous allez placer vos mains au niveau du dos de chaque côté. Voilà, vous voyez. Ici, j'ai l'os ici de la hanche. Donc, puis, vous savez, là, on a un peu le creux en quelque sorte, derrière le dos ici. C'est là qu'on va placer les mains. Et quand vous allez respirer, quand vous allez inspirer, on veut en fait que ça bouge ici au niveau des mains. On va sentir que ça prend un petit peu de l'expansion. Ça se gonfle, pas que au niveau du ventre, déjà au niveau du ventre. Vous allez sentir votre ventre qui pousse un peu contre le sol. Ça peut se faire aussi sur un lit si vous avez un matelas qui n'est pas trop mou. Okay? Donc vous allez sentir le ventre qui pousse contre le sol et en même temps, on voudra essayer d'aller chercher, sentir ce mouvement au niveau du dos. Voilà. Et donc ça, une fois de plus, vous essayez d'inspirer, expirer par le nez le plus possible, dans la mesure du possible. Et c'est là vraiment, ici on sent le mouvement au niveau du dos. Mais forcément, ça veut dire qu'il y a du mouvement au niveau des côtes. Okay? Donc les côtes sont en train de bouger, de s'ouvrir. Et ben, ça veut dire que le diaphragme est en train de travailler. Okay? Quand on fait ça. Donc ça, pour commencer, je trouve que c'est un exercice que je suggère souvent, en fait, à des personnes que j'accompagne. Ok. Ben, écoutez, j'avais en tête montrer un autre exercice, mais c'était plus un truc de diaphragme. C'était plus un exercice dans le yoga que je trouvais intéressant. Mais tiens, on peut, pour les personnes qui ont envie et la possibilité de rester un petit peu plus, je vais vous montrer un autre exercice. Là, ce ne sera plus un exercice purement diaphragmatique, même si on sait qu'en fait, la respiration diaphragmatique, normalement, on devrait l'avoir comme tout le temps. Vous voyez? Donc, idéalement, même quand on va faire l'exercice que je vais vous montrer maintenant, idéalement, c'est avec le diaphragme aussi qu'on veut respirer. Okay? Mais là, on va un petit peu moins quand même se concentrer sur le diaphragme, la région abdominale. On va un peu plus se concentrer sur le nez. Vous savez, ce qui est intéressant aussi, on a souvent, pratiquement tout le monde, a tendance à utiliser un peu plus une narine qu'une autre. Et oui, parce qu'on a une main, on a une préférence à tous les niveaux. On a une main préférée, on préfère la main droite ou certains la main gauche. On a une préférence au niveau des jambes, on a une préférence au niveau des oreilles même, au niveau des yeux. Il y a une oreille qu'on va plus instinctivement utiliser pour écouter les yeux. Et pour la narine aussi, il y a une narine qu'on préfère à l'autre. Okay? Donc, puis bon, ça peut mener aussi à des petits déséquilibres. Dans la vision yogique, des choses dans le yoga, on va parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. C'est des nadis dans le yoga, ce qu'on appelle. Puis, j'avoue que j'ai oublié, il faudrait que j'aille revoir. Il y en a une droite, et la narine droite, une narine, c'est plus l'énergie féminine, ok, ça suit comme un chemin. Puis l'autre narine, c'est plus l'énergie masculine. Ça, c'est vraiment dans le yoga qu'on voit les choses de cette façon. Okay? On peut contredire ou pas, mais bref, c'est quand même une belle philosophie, je trouve. Puis, on dit que quand on s'utilise juste une narine au lieu d'une autre, dans le monde yogique de voir les choses, mais on va avoir un peu plus d'énergie masculine, un peu plus d'énergie féminine. Puis en fait, ça peut être bien, c'est de rééquilibrer les deux. Okay? Donc ça, c'est ça. Ça, c'est une vision un peu plus c'est ça. On peut y croire ou ne pas y croire. Mais il reste que d'une façon spécifiquement plus physiologique aussi. Mais ça peut être intéressant de rééquilibrer aussi un peu ce travail au niveau de nos narines. Se pratiquer à inspirer, expirer par les deux. Et c'est pour ça qu'il y a cette respiration qui s'appelle dans le yoga, dont j'ai oublié le nom. Après, je vais essayer de trouver le nom à la toute fin, ok? Écoutez, on va faire la respiration en question. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est on inspire. Ok, donc là, on va... Attends, ouais, c'est ça. Donc,
je sais pas pourquoi, dans le yoga, on montre un truc bizarre avec les doigts. Honnêtement, j'ai jamais compris l'utilité. Je trouve que c'est tout simplement plus simple de serrer une narine avec l'index, ensuite l'autre narine avec le pouce. Ok? Donc, comme ça, ici, donc, en alternance. Okay? Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va inspirer avec une narine. Expirer avec l'autre. Là, j'inspire. Avec la même, j'expire. Donc là, je sais que vous me voyez à l'envers. Donc, mon côté droit, ça c'est ma main droite. Hein? Vous la voyez en tant que ma main gauche. Mais bref, peu importe. Inspire. À droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Donc, en fait, de chaque côté, on va faire expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. OK? Donc, dans ce type de respiration, ce qu'on dit, c'est de faire, dans le yoga, on dit de faire à peu près égal l'inspiration, l'expiration. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient de faire justement l'expiration un petit peu plus longue que l'inspiration, puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'on vise ensuite dans le quotidien. Mais ce qu'on vous voulez, en fait. C'est libre à vous, ce que vous préférez. Ça, vous pouvez faire inspiration, expiration égale ou expiration un petit peu plus longue, ok? Donc, vraiment, si vous voulez, le faites avec moi. Évidemment, idéalement, on va déjà avoir pratiqué un peu notre respiration diaphragmatique au préalable. Et donc, quand on va pratiquer cette respiration-là, ben, on va quand même essayer de plus utiliser notre diaphragme une fois de plus. On va pas utiliser le muscle accessoire respiratoire. Donc, on inspire. Attendez. Là, je ne vais pas parler pendant un petit bout, hein, parce que pendant une petite minute, tiens. Vous pouvez expérimenter avec moi en même temps. C'est parti. Voilà. C'est une respiration qu'on peut pratiquer. Donc, en ce qui concerne le temps, on me demande toujours combien de temps faire un exercice. Donc, pour les exercices de respiration, pour que ça ait quand même un effet, chacun des exercices, on veut les faire au moins 3 minutes. Moins de 3 minutes, ben, je dirais pas que ça ne sert à rien parce que, mettons, si dans la journée, dans le quotidien, vous voulez vous faire des petites pauses de temps en temps mettons, pendant 1 minute, j'essaie de retrouver ma respiration diaphragmatique, ça peut être quand même bien, ok? Ça peut être bien aussi dans la journée de juste prendre des petites pauses, mettons 5 pauses dans la journée. On n'a pas forcément toujours 3-5 minutes pour pratiquer la respiration, ça peut être toujours bien de faire des petites pratiques, mais pour une pratique un peu plus, pour que vraiment ça ait plus l'effet aussi de calmer, d'apaiser notre corps, parce que c'est ça aussi l'effet d'une respiration diaphragmatique, ça aide aussi à apaiser notre corps, à apaiser l'esprit, à diminuer les douleurs. Hein. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé durant ce direct, mais une respiration superficielle de stress accessoire, c'est une respiration qui accentue aussi toutes nos douleurs, ok? Mettons, pas forcément, ça cause pas forcément les douleurs, même si, oui, les tensions, oui. Mais mettons, si vous avez mal quelque part dans votre corps, peu importe, je sais pas, ok, quelque part, bien, la respiration accessoire, superficielle, la respiration haute a tendance à augmenter encore plus, on va percevoir la douleur qu'on est en train de vivre en plus intense. Tandis qu'une respiration diaphragmatique, ça apaise donc notre système nerveux, puis ça aide aussi à diminuer tout ce qui est signal de douleur, tout ce qui est douleur tout court aussi. Donc,
C'est sûr que si on veut avoir plus cet effet aussi apaisement mental, apaisement au niveau des douleurs, mais c'est sûr qu'au moins, c'est vraiment le minimum, 3 minutes, sinon 5 minutes, même si on peut, même ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Ouais. Mais ça peut être bien aussi tout à fait de faire des petites pauses dans la journée. Mettons une petite minute, j'essaie de retrouver ma respiration diaphragmatique pour que ça devienne un peu plus aussi une deuxième nature. Voyez, ça peut être bien aussi. En plus des pratiques un peu plus longues, faire des toutes petites pratiques. C'est bon? Bon, ben écoutez, je pense que c'était quand même, j'ai l'impression que j'ai raconté beaucoup de choses. Dites-moi